Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est excellent. Le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio tous les dimanches à 19h et très exceptionnellement pour cause de rugby à 21h ce soir. Il est surtout connu pour son implication dans le monde de l'entreprise et du patronat en France et pour son engagement en faveur de la compétitivité des entreprises et de la création d'emplois. Vous l'aurez reconnu peut-être, évidemment, même, chers auditeurs, il s'agit bien de Pierre Gattaz, qui est ancien patron du MEDEF et de Business Europe notamment. Il est à la tête de Radial, son entreprise familiale de composants électroniques, et nous raconte son excellent parcours et sa vision positive du business et de la France dans son livre Enthousiasmez-vous, sorti aux éditions du Rocher. Bienvenue sur Sud Radio, Pierre Gattaz. Et bienvenue à vous et merci. Bonne soirée. Il a débuté son parcours dans la pâtisserie avant de se laisser séduire par les mystères des pâtes levées, une révélation qui allait façonner sa passion pour la boulangerie tout au long de sa vie. Ancien chef boulanger du Plaza Athénée à Paris où il a fait ses premières armes, Guillaume Cabrol est désormais le chef boulanger du Four Seasons Georges V et transmet son savoir des délices pour les non-initiés sur le site Voilà Chef. Et c'est excellent, évidemment. Bienvenue d'ailleurs dans cet excellent, Guillaume Cabrol. Merci beaucoup. Vous qui écoutez Sud Radio, vous le savez, c'est excellent. Bienvenue chez vous. Alors, Pierre Gattaz, je viens de le dire, vous venez, pardonnez-moi, ça commence bien, de faire paraître aux éditions du Rocher votre livre « Enthousiasmez-vous ». Alors évidemment, le titre est clair, mais on a quand même envie que vous nous racontiez ce choix de titre. Oui, c'est un choix un peu impertinent par rapport à ce qu'on voit de l'actualité géopolitique, l'Ukraine, le Hamas, l'inflation, etc. Il y a beaucoup de stress. Mais je me dis, un entrepreneur, quel qu'il soit, un artisan, un commerçant, on doit garder la pêche et on a en général un optimisme d'ADN intégré. Et je me dis, c'est quand même terrible parce que il faut continuer de dire que la France est un beau pays, que la France a mené un certain nombre de réformes depuis une dizaine d'années sur le plan économique. Alors tout n'est pas réglé, bien sûr il y a des drames, bien sûr on en connaît tous, on a autour de nous des gens qui sont malades, il y a des décès, mais c'est vrai qu'il faut voir le verre à moitié plein le plus possible. Ou changer de verre s'il n'est pas assez plein peut-être. Ou changer de verre, mais en tout cas si oui, il y a des belles choses, qui se passent en France, on est un peuple incroyable, on a des atouts et que je reliste dans ce livre, sur le plan culturel, sur le plan de la géographie, sur le plan de la science, des technologies, on a un patrimoine de folie, on est envié par la grande majorité des pays au monde. Bien sûr. Et si vous voulez, donc on est quand même très pessimiste en France et je trouve qu'il fallait. Et quand je vois dire que ça va pas si mal que ça. Quoi. Ouais, il faut le dire. Mais écoutez, accrochez-vous, on combat. Et moi, je vois aussi à travers des associations comme celle que j'ai menée, Y croire, réagir, où je vois des chômeurs longue durée que j'aide à être entrepreneur ou à retrouver un travail. Ils sont tous déprimés quand je les vois à la première heure. Et puis je leur dis, mais vous voulez faire quoi de votre vie? Je pourrais être pâtissier, je pourrais être coiffeur ou coiffeuse ou manucure. On va vous aider à le faire. Non, j'ai pas le diplôme, puis vous comprenez, je suis toute seule, et puis etc. Puis en fait, mais non. Et puis vous les ramenez à un niveau de confiance en eux-mêmes, d'estime d'eux-mêmes, et ça repart. Ils ont la pêche. Et la pêche, vous savez, l'optimisme, l'enthousiasme, c'est très important. C'est un moteur de vie exceptionnel. Qu'on fasse une entreprise ou qu'on fasse un projet de vie, un projet familial. Donc je crois que c'est extrêmement important de garder l'optimisme, de le montrer, de le susciter. Et j'ai voulu écrire un livre sur cet enthousiasme, cet optimisme qui me paraît important dans un moment où la France, je dirais, doute beaucoup. Mais il y a plein de choses qui vont très bien en France, les gars. Continuez, il y a des choses qui ont été réformées. Est-ce que le problème, c'est pas aussi les médias qui parlent beaucoup du négatif et non du positif? C'est-à-dire qu'on valorise toujours les choses qui se passent mal, hélas. J'osais pas vous le dire. Mais vous pouvez. Mais je pense qu'il y a un rôle des médias, si vous voulez, les médias en boucle, les médias d'information. Alors, on est content d'avoir de l'information. Moi-même, le premier, quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, je vais sur un certain nombre de chaînes. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de bonnes nouvelles. Vous voyez, il y a, quand vous regardez un 20h le soir, il y a 25 minutes de drame, quoi. Et vous sortez de là et vous attendez les 5 dernières minutes où on vous parle de la France, du gars, du héros, du boulanger qui a fait un truc incroyable, de l'exportateur. Et je trouve que ça manque beaucoup. On devrait montrer beaucoup plus dans les médias les choses qui vont bien, les choses qui ont été faites en France par tout un chacun. Alors j'ai envie de dire ça buzz moins. Ça buzz moins aussi. Ça buzz moins. Ça va bien. Oui, mais vous savez, je regarde un peu de temps en temps des jeux en Allemagne, je vois des émissions en Allemagne. Ils font venir des chefs d'entreprise dans les émissions de variété. Ouais. Tel gars, il a inventé telle chose, il a créé tel temps d'emploi dans une région, etc. Et le type, il est à l'honneur. Et ils le font assez souvent. Nous, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce culte un peu du gars qui de la réussite, de la réussite. Je me suis défoncé, je me suis endetté, j'y suis allé.
travaillé, ça a marché. On le dit pas assez. Et c'est parfois comme dirait tout un chacun. C'est pas forcément des gars avec des fortunes incroyables qui font ça. Au contraire, c'est plutôt des gens qui viennent du salariat, qui étaient au chômage. Et ça, moi, j'adore. Et qui se réinventent, quoi. Et j'en ai donné un certain nombre d'exemples dans mon livre de gens qui étaient autodidactes, une influenceuse qui a fait un carton parce qu'ils se sont jetés à l'eau à un moment, ils se sont crus à leur projet et ils étaient ni énarques ni polytechniciens et ils se sont jetés à l'eau avec la foi et l'optimisme et l'enthousiasme. Je vais y arriver. Et ça, c'est magnifique, ça. Donc c'est aussi une ode à ces gens-là. Bien sûr. Alors vous nous dites aussi que malgré les difficultés, pour un peu étayer ce que vous racontez, comme la désindustrialisation, on va y arriver, l'appauvrissement des Français ou l'accroissement des normes, tout est possible en France, tout reste possible si on a cet esprit-là d'entrepreneur justement et cette volonté en fait de faire. Ça passe par la volonté, quoi. Ça passe par la volonté. Résilience aussi, parce que c'est pas facile, quoi. Ça passe par la résilience, ça passe par l'audace de se dire on va y arriver, par la passion de le faire, la foi dans le projet. Et je regarde aussi les pays. Quand vous regardez les pays dans le monde, après la guerre, vous avez les Allemands, les Japonais qui ont perdu la guerre. Ils se sont secoués, ils sont partis, ils ont refait des réformes, ils ont cru en leur pays malgré l'humiliation de l'échec. C'est quand même incroyable. Vous prenez une guerre que vous perdez, etc. Tout le monde entier est contre vous. Enfin, les gars se sont redressés, ils y ont cru. Et je trouve que ce sont des exemples formidables. Et 2003, les réformes allemandes faites par Schröder et Hertz, où c'était le malade de l'Europe, comme on disait, avec ils ont fait des réformes impopulaires, économiques, sociales, impopulaires. Schröder s'est fait virer. Bon, ils n'ont pas eu les gilets jaunes, quoi. Mais ils ont eu des grèves importantes, ils ont eu des syndicats contre eux, ils ont la rue, ils ont eu le courage de tenir sur le projet d'entreprise quelque part pour leur nation. Et en disant l'économie, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand l'économie marche, vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi et vous créez du bien-être et puis vous distribuez le plus possible que vous pouvez distribuer. Et je connais pas d'autres pays qui ont réussi sans l'économie et sans l'entreprise. Donc si vous voulez, même les Chinois, Deng Xiaoping, après 50 ans ou 40 ans de Mao, 50 millions de morts, des pauvres partout, 1 milliard de pauvres, il a fait communiste, tout communiste qu'il est, et il a fait une révolution entrepreneuriale en Chine, 278. Créez vos boîtes, enrichissez-vous, exportez, innovez, etc. Au bout de 40 ans, c'est le deuxième pays au monde après les États-Unis. Donc moi, je crois, si vous voulez, que même et la France n'est pas dans un état désespérant, on est dans un état... Un peu désespéré plutôt. Un peu désespéré plutôt. Alors on a des problèmes de déficit, de dette, etc. Mais quand je vois certains pays dans quel état ils étaient, y compris les Anglais à une époque, ils ont fait des réformes, les Allemands, ils se sont redressés par la pêche, la foi, l'optimisme, l'enthousiasme. Par contre, il faut définir une vision. Ouais. Moi, je pense que ce qui manque en France, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais c'est une vision enthousiasmante de qu'est-ce qu'on peut faire en 2030, en 2040. Ça manque terriblement. Alors il y a aussi les Français qui tirent sur les patrons, ça vous le dites, il faut arrêter de tirer sur les patrons. Alors on a quand même tendance à oublier que le premier employeur de France c'est l'artisanat, c'est des petits patrons, c'est 1,3 million d'entreprises et 2,3 millions de salariés, ce qui est énorme. Comment ça se fait que le patronat est aussi mal considéré alors que c'est quand même celui qui nous donne à manger à tous, quoi. Je crois que ça s'est amélioré déjà depuis de nouveau une quinzaine d'années. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait les gens adorent le terme d'entrepreneur. J'ai croisé Jean-Claude Mailly il n'y a pas très longtemps, ancien patron de Force Ouvrière. On se battait un peu, on n'était pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde quand j'étais au MEDEF et lui Force Ouvrière. Et en fait, je l'ai rencontré il y a quelques semaines ou quelques mois. Il m'a dit je suis entrepreneur. Et très fier d'être entrepreneur. Je me dis c'est extraordinaire, Jean-Claude là, formidable. Et en fait, Arnaud Montebourg, pareil. Arnaud Montebourg, il est multi-entrepreneur. Oui, lui, il est formidable. Et donc, en fait, je me dis, alors patron, on n'aime pas encore trop le terme de patron, etc. Mais entrepreneur, ça va mieux. Mais après, quand vous discutez avec les gens de la base, et moi je vois les salariés, si vous voulez, les collaborateurs, y compris, ils aiment leur boîte. Et souvent, ils aiment bien leur patron. Donc ça change, pas partout. Ça évolue. Je pense que ça change, pas à toute vitesse. Il y a encore un peu de travail à faire, mais ça a pas mal évolué dans le bon sens. Et l'entreprise a été aussi pas mal réhabilitée. Vous voyez, par exemple, la crise des gilets jaunes ou le Covid, etc. Il n'y a pas eu de gros déferlements contre l'entreprise. L'entreprise a toujours été une communauté humaine qui est de plus en plus considérée comme ça. Et moi, je vois avec mes propres salariés, ils protègent l'outil de travail. Vous savez, c'est dans la ruralité. Bon, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé depuis 40 ans. C'est terrible.
quand vous êtes une usine encore dans la ruralité, on fait attention, on fait attention à vous, et les salariés qui sont dans cette usine sont très fiers de l'être. Ils y tiennent, quoi. Ils y tiennent. Donc je trouve que tout ça change, et ce qui me rend optimiste. Guillaume Cabrol, je rappelle pour les auditeurs que vous êtes le chef du boulanger du Four Seasons Georges V à Paris. Je vais vous citer une des phrases du livre Enthousiasmez-vous de Pierre Gattaz, qui nous dit: l'entreprise est d'abord une communauté humaine fondée sur des valeurs. Ce sont l'esprit d'équipe, le respect mutuel, l'éthique, la solidarité, la bienveillance et le plaisir partagé. Autant de mots qu'on pourrait copier-coller, je suppose, aux gens qui vous entourent dans votre travail et à la manière dont ça travaille en cuisine. D'ailleurs, que ça soit à la pâtisserie, à la cuisine pure ou à la boulangerie. Ah oui, totalement. Et je vous ai écouté très attentivement, et c'est vrai que vous êtes enthousiasmant vous-même d'ailleurs, la façon dont vous parlez. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Et oui, sur la phrase de monsieur, oui, en effet, oui, c'est déjà, vous parliez d'esprit d'équipe, comme une entreprise, pareil, une équipe, c'est une micro-entreprise, une micro-société. Et c'est vrai que s'il n'y a pas déjà cette passion de se lever le matin avec cette envie de faire du bon travail, c'est compliqué. On fait des métiers, enfin pour ma part, on fait des métiers difficiles parce qu'on fait des métiers où on est totalement décalé des autres. Et puis avec beaucoup d'implications et des tranches horaires très larges. C'est ça, les heures sont longues, les nuits sont courtes, parce qu'on a aussi également une vie de famille, donc il faut jongler aussi avec ça. Mais après, on s'en sort parce que justement, on parlait du moteur. Oui, parce que les autres, puisque en plus la passion est le premier moteur. Et puis après les autres, j'ai mon adjointe. Ah oui, et alors il y a un autre truc, c'est que vous disiez que d'ailleurs il y a de plus en plus de femmes. Oui, là c'est. Là, c'était important de dire que vous aviez une adjointe. Je tiens à dire aux auditeurs. Chloé Bécouche, d'ailleurs, je la salue. Et oui, la boulangerie et la pâtisserie sont deux métiers vraiment qui sont féminisés ces dernières années. Et vraiment, quand on rentre dans le laboratoire en boulangerie-pâtisserie, ça se voit. Enfin, il y a beaucoup de femmes, et c'est très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça a totalement changé. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. Ça s'est totalement féminisé. Parce que ça s'est ouvert et qu'elles ont peut-être compris que c'était possible. Oui, je pense que de toute façon, c'était pas fermé depuis, mais c'est vrai que c'est un métier, je pense, qui s'est beaucoup ouvert, qui s'est aussi beaucoup médiatisé ces dernières années. Et je pense que c'est en fait, on a vu que c'est pas forcément un métier non plus, c'est un métier moins physique qu'avant. Ça c'est clair. Donc je pense que les femmes se sont dit, bah oui, on peut le faire nous aussi, on n'a pas besoin d'être des muscleurs pour faire de la boulangerie ou de la pâtisserie, on peut y arriver nous aussi. Donc oui, c'est très bonne nouvelle. Ah oui, excellent, parce qu'elles apportent leur sensibilité, leur point de vue, et c'est très agréable de partager avec elles. Oui. Pierre Gattaz, pour en revenir assez rapidement sur l'entrepreneuriat, ce qui est important aussi, c'est que c'est ouvert à tout le monde et qu'avec ou sans formation académique, on a de très beaux exemples de réussite en France aussi. On a Xavier Niel, on a Alain Flelou, vous citez aussi Jacques Desange, etc. Oui. Donc en fait, on peut tout faire quand on est entrepreneur, même si on n'a pas de formation, et ça c'est très important de le dire. Oui, alors je crois que c'est pour ça que je cite un certain nombre d'autodidactes qui ont merveilleusement bien réussi. Et encore une fois, je le vois dans les gens que j'aide, qui sont des chômeurs sans formation, mais qui ont et je crois que le qualité principale, c'est ce que vous disiez, Guillaume, tout à l'heure, c'est la passion. Moi, je crois que quand vous avez la passion, la foi dans un projet, vous pouvez aller très très loin. Votre foi, votre passion vous emmène à surmonter les obstacles, à apprendre par vous-même, à lire des cours de management quand vous êtes mauvais en management. Moi, je suis de formation ingénieur, j'ai pas fait de cours de management ou de gestion, j'ai beaucoup appris sur le tas, j'ai beaucoup appris ça dans les bouquins. Bon, mais on veut grandir, on veut se former, on tombe dans des pièges, on est motivé, on apprend des échecs, beaucoup. Il faut avoir une certaine humilité, je trouve aussi. Mais par contre, on a la foi d'y arriver, vous voyez. Et je trouve que ça, c'est quand vous avez une énorme passion, cette passion peut vous amener à surmonter toutes les épreuves. Et puis après, faut être un peu courageux, faut être téméraire, faut être tenace, faut s'entourer des bonnes personnes. C'est Thierry Marx aussi que je cite, ainsi que Guy Savoy dans ce bouquin, parce que tous les deux ont des parcours aussi des chefs cuisiniers, mais ils avaient leur restaurant. Puis Thierry Marx est très sensibilisé aux problèmes aussi de gens qui sont en détresse, en difficulté, des jeunes. Il a fait beaucoup de choses. On a fait des choses ensemble d'ailleurs, dans le cas des Déterminés de Moussa Camara. Bon voilà. Donc je pense que cette passion, cette foi, elle est fondamentale et tout le monde peut l'avoir. Et puis un autodidacte, il est plutôt humble. Il n'a pas le diplôme, il n'est pas bac plus 7, bac plus 6. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'on est aussi entouré par des gens qui, par arrogance, font des choses merveilleuses. On en connaît, il y a des grands patrons qui sortent des meilleures écoles, et heureusement, et bravo. Mais je me suis aperçu, vous voyez, par exemple, une formation d'ingénieurs. Les ingénieurs qui ont le cursus universitaire et d'école arrivent bac plus 5, ils arrivent et ne savent pas parler aux ouvriers, les jeunes. Donc c'est toujours, attends, je suis ingénieur. Alors que celui qui est en
alternance, qui a fait ingénieur en alternance, il sait coltiner les semaines, les 2 semaines avec l'écosystème des ouvriers à gérer, etc. Eh ben, c'est vachement bien parce qu'ils savent parler à des hommes, ils savent les entraîner, ils savent les motiver. Alors que quand vous êtes trop diplômé, parfois, vous loupez cette dimension humaine extrêmement importante dans nos boîtes. Merci Pierre Gattaz. Et chez vous, j'imagine qu'en pâtisserie... On a dépassé largement le timing, donc on va se retrouver tout de suite, vous l'aurez compris, chers auditeurs. C'est excellent, avec l'ancien patron du MEDEF à la tête de Radial, Pierre Gattaz, qui nous vient avec son livre « Enthousiasmez-vous » qui est sorti aux éditions du Rocher, et le chef boulanger d'excellence au Four Seasons Georges V de Paris, Guillaume Cabrol. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien. Ce soir pour vous, Pierre Gattaz et son livre Enthousiasmez-vous, qui est sorti aux éditions du Rocher, accompagné de Guillaume Cabrol, le chef boulanger du Four Seasons Georges V à Paris. Alors Guillaume Cabrol, avant de continuer cet excellent échange, on va commencer quand même par parler de votre participation au site Voilà Chef. Alors c'est un site où vous donnez des cours à ceux qui ont envie d'apprendre, en fait, c'est ça, ouais. Un peu de votre savoir-faire, parce que transmettre, c'est quand même une part inhérente de votre métier, quoi. Totalement. En fait, notre métier, il faut évidemment commencer par l'apprendre, évidemment, on passe par l'apprentissage, évidemment. Et une fois qu'on a commencé à travailler, qu'on arrive à un certain statut, il est important, je pense, de redistribuer tout le savoir-faire, de faire passer les informations, parce qu'on a envie que, quoi qu'il arrive, on ait des passeurs. C'est-à-dire que moi, je parle souvent d'héritage. C'est-à-dire que quand j'ai la chance de travailler au Georges V, je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé très dur pour que j'ai cette place. Et aujourd'hui, on prend soin, évidemment, mais le fait de transmettre aussi les informations, transférer les informations, c'est pas que les recettes, le management sur mes équipes, c'est extrêmement important. Et on parle souvent de transmission, justement, et le fait de passer à cette émission, on me l'a proposé. Au début, je ne savais pas si j'aurais le temps de le faire. Et finalement, je me suis prêté à l'exercice. J'en étais très content parce qu'en fait, j'ai eu des retours et ça m'a fait très plaisir que justement des gens essayent de faire des recettes chez eux. Se débrouillent d'ailleurs très très bien. D'ailleurs, j'étais surpris par le résultat. C'est quand même assez bluffant. On dit à certains, quand même pour des amateurs. Pour apprendre à faire la frangipane et tout, c'est pas n'importe quoi. Effectivement. Non, on a fait ça de façon très détaillée. Ça s'est très bien passé avec plusieurs niveaux. Et donc des personnes m'ont écrit justement, m'ont envoyé des photos, je les ai vues passer et c'est vrai que c'est bluffant. Vous vous dites, ah ouais, quand même, ils sont pas professionnels, ils font ça le week-end chez eux. C'est bluffant. Non, bravo, franchement, il y en a qui se dérouillent très très bien. Mais là, une fois de plus, ça se sent que ce sont des passionnés. Ils font ça, le soir, le week-end, tout ça, mais ça se voit que c'est des passionnés. La passion est un moteur. C'est ça ma question d'après. La clé pour réussir à transmettre, c'est d'être passionné, en fait. Oui, on a juste envie de donner, c'est tout simplement. On a envie de donner les recettes, mais surtout les expliquer. Parfois, on a plus de temps aussi, expliquer l'histoire de la recette, parce que parfois, j'en parle souvent, c'est aujourd'hui, quand je crée, parce que au début, j'ai appris à travailler, puis aujourd'hui, je crée des recettes, et en fait, je me rends compte qu'à travers les recettes que je crée, aujourd'hui, j'écris, je raconte mon histoire. Le chausson aux pommes dont je parle. Vos souvenirs d'enfance. Oui, le souvenir d'enfance, le chausson aux pommes, par contre, je le dis, je l'ai fait pour ma femme, tout simplement. Je l'avais fait, c'était une viennoiserie, elle est fan de chaussons aux pommes. Et tout simplement, et j'ai eu envie de le retravailler de façon boulangère. Et c'était tout simplement ma déclaration d'amour à ma femme, parce qu'elle est. Que c'est joli, la déclaration d'amour dans un chausson aux pommes. Moi, je fais ça avec des composants électroniques, c'est beaucoup moins drôle. Mais si ça marche aussi, le principal c'est le résultat. Et alors, comment est-ce qu'on traduit une émotion, parce qu'on le dit, votre boulangerie, elle est imprégnée de souvenirs d'enfance, d'une grosse dimension émotionnelle, clairement. Traduire ces émotions dans la création. Alors, les créations, je l'ai dit, ce que j'en ai vu sur Voilà Chef, c'est par exemple des fougasses sucrées à la fleur d'oranger, une galette frangipane sur viennois feuilleté, et puis vos fameux célèbres chaussons aux pommes. Traduire les émotions en goût. Comment est-ce que vous choisissez, par exemple, c'est tel sucre ou tel machin, c'est sur l'effet que ça vous fait à vous-même? C'est vraiment, en fait, c'est de l'émotion, c'est-à-dire que forcément, si ça nous fait quelque chose, ça nous transmet. Parfois, ça nous ramène en enfance, tout simplement, ou ça nous ramène des souvenirs. La fougasse, quand on en a parlé,
C'est vrai que c'est un produit que j'avais goûté quand j'étais enfant, en vacances avec mon frère, avec mes parents. C'est quelque chose qui m'est revenu comme ça. Et donc il y a des choses comme ça qui vous remontent. Et en fait, vous avez de nouveau envie de les refaire, puis de les retravailler à votre façon, d'amener quelque chose. Et c'est comme ça que ça vient, tout simplement. C'est parfois envie de revisiter certaines choses. Et alors, puisqu'on l'épiphanie, elle est presque terminée, mais on mange encore quelques galettes en ce moment. Un petit secret de frangipane réussi pour les auditeurs? La gourmandise, tout simplement. Un peu de beurre, du sucre, de l'amande, et puis voilà. Mais de la gourmandise, tout simplement. À un moment donné. Ouais. Alors Pierre Gattaz, justement, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'entrepreneuriat. Les artisans exceptionnels tels que Guillaume Cabrol ici présent, ils ont un gros rôle à jouer dans la promotion de cette dite excellence française. Et même s'ils sont pas patrons, ils le sont quand même puisqu'ils sont chefs d'équipe. Leur parcours, c'est quand même une ode à ce secteur pour les jeunes apprentis et pour la passion du savoir-faire, de la main, etc. en général. Quoi. Oui, c'est fondamental. Ce qu'explique Guillaume Cabrol, c'est le savoir-faire qu'on apprend. Et vous savez, les Suisses, par exemple, ou les Allemands ont développé un système d'apprentissage énorme. J'ai une statistique, 70% des gamins de 17 ans en Suisse sont dans l'apprentissage et apprennent donc des métiers de main, de manuel, dextérité. Il n'y a que 30% qui sont dans la filière académique. Et je trouve ça formidable parce qu'ils peuvent changer de métier, ils peuvent aller dans la filière académique, ils peuvent devenir artisans, rester dans l'usine, mais monter, progresser, être ingénieur, être directeur, être directeur général, s'ils ont le mérite et les compétences. Donc ce sont des voies où ils apprennent des métiers très tôt et ils changent. Donc ils peuvent commencer par la pâtisserie, ça leur plaît pas, ils vont en mécanique auto, mécanique aéronautique. Moi j'ai vu ça, j'étais avec Monsieur Marcon d'ailleurs, le chef étoilé de Saint-Bonnet-du-Froid, qui est passionné d'apprentissage et dans les domaines de l'hôtellerie-restauration, il manque, je sais plus combien, de 200 000 ou 300 000 apprentis. Bon. Et donc moi je trouve ça formidable. J'ai beaucoup œuvré dans le cadre du MEDEF pour développer cette filière d'apprentissage. Et il fallait convaincre les familles que d'abord les voies professionnelles n'étaient pas des voies que c'est des métiers garage, nobles. que ce sont des métiers nobles qu'ils ont tout de suite un CDI en sortant parce qu'ils apprennent un vrai métier, qu'ils peuvent être leur propre patron en étant artisans, qu'ils peuvent développer l'artisanat en créant leur petite TPE, voire leur PME. Enfin, je dirais, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et je trouve que là, heureusement, la France, ce qui me rend encore une fois enthousiaste, c'est qu'on était en 2013, quand je suis arrivé au MEDEF, il y avait 200 000 apprentis par an seulement. Il y a eu des efforts considérables qui ont été faits par les différents gouvernements. On doit tourner autour de 800 000 apprentis. Je crois que l'Allemagne est à 1,2 million, c'est pour vous donner encore. On a encore du boulot. Mais vous voyez, ces gens qu'on pousse à la scolarité pour passer à chaque fois en étant les derniers de la classe, en machin. Et alors qu'il y a des voies professionnelles merveilleuses où les gens s'épanouissent, dans la pâtisserie, dans plein de... Et moi je trouve que de nouveau il y a une révolution culturelle en France qui s'opère actuellement et les familles commencent à comprendre aussi que ce sont des métiers qui sont des magnifiques métiers ultra valables. En plus c'est une excellence française. Donc ce que fait Guillaume, la pâtisserie, je dirais c'est le bonheur. Boulanger. Chef boulanger, attention. Il a commencé par la pâtisserie, Guillaume, mais justement, il a changé de secteur. Ça, c'est l'excellence française qui est diffusée dans le monde entier. Ça fait partie des secteurs incroyables en France. Et moi, et donc il faut promouvoir ça, mais auprès des familles, parce que souvent les familles, il faut qu'il aille jusqu'au bac, il faut machin. Et si le gamin, il n'a pas envie d'aller au bac, parce qu'il est doué par faire de la mécanique ou pour faire autre chose, il faut surtout que les voies lui permettent. Bien sûr. Alors justement, sur cette excellence française dont nous parle Pierre Gattaz, Guillaume Cabrol, vous êtes d'accord pour dire que pour le coup, en boulangerie, dans votre secteur, il y a un savoir-faire qui est propre à la France et qui est finalement non égalé, on peut le dire ou pas ? Alors je veux pas sur le pain, sur les baguettes, sur les frangipanes, sur toutes ces choses-là. Évidemment, quand je vois en fait, on a beaucoup de gens, beaucoup de personnes étrangères qui viennent apprendre le métier, on a beaucoup de stagiaires qui viennent apprendre justement le métier de la boulangerie, pâtisserie en France, dans des instituts qui viennent faire des stages avec nous. Mais oui, évidemment, on est représenté comme le pays qui maîtrisons la pâtisserie, la boulangerie, évidemment. Après, évidemment, il y a d'autres grands professionnels dans d'autres pays, on le voit lorsqu'il y a des coupes du monde, notamment nos amis italiens, nos amis japonais. Oui, ça ne veut pas dire que les autres sont pas forts, c'est pas ça que je dis. Il y a quand même du gros niveau, je voudrais surtout pas les vexer, parce qu'il y a aussi du gros niveau, ils travaillent très très bien. Mais oui, évidemment, nous on est reconnus, on a ce savoir-faire à la française qui s'exporte dans le monde entier. Justement, j'en parle souvent, mes apprentis, tout ça, c'est vrai que lorsqu'ils commencent une carrière, ils peuvent partir une fois qu'ils ont un savoir-faire, un bagage. Après quelques années en France, ils peuvent aller travailler quasiment n'importe où dans le monde entier. Parce que quoi qu'il arrive, vous vous dites que vous êtes boulanger ou pâtissier,
ça parle à tout le monde. Une baguette, un croissant, ça parle à tout le monde. Et il n'y a pas besoin en plus de parler 36 000 langues. Enfin, je veux dire, vous savez rouler un croissant, vous pouvez le faire à Hong Kong, vous y arriverez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment c'est un métier justement qui s'exporte très facilement aussi. C'est ça qu'il faut dire aussi. Et puis aussi, par contre, on parlait des médias tout à l'heure. Ce qui est très bien, et aujourd'hui, comme vous disiez, je pense que pendant des années, les derniers de la classe, on disait, bon bah, tu vas aller travailler en boulangerie-pâtisserie. Je pense qu'il y a des gens qu'on a poussé dans cette voie-là pour de mauvaises raisons. Et comme il y a des personnes qui ont fait des voies justement plus académiques pour de mauvaises raisons. Et je le vois, on a une jeune fille qui est en pâtisserie avec nous, qui est une ancienne ingénieure, qui a tout envoyé, qui a tout bazardé pour dire je veux faire de la pâtisserie parce que c'est ça que je voulais faire. À un moment donné, quand c'est la passion, on en revient là, quand c'est plus fort, ça vous dépasse, à un moment donné, vous il y a beaucoup de reconversion professionnelle dans votre métier, de plus en plus en fait. Ah oui, énormément, de plus en plus. Des gens qui veulent faire absolument, ça les prend au trip. Ils disent c'est ça que je veux faire, je vois plus l'intérêt de faire mon métier que je fais au quotidien parce qu'on va travailler quand même pendant plus de 40 ans dans notre vie, à un moment donné, il faut mieux faire quelque chose qui nous plaît. Donc, si c'est la boulangerie-pâtisserie, faisons-le. Surtout qu'en plus, on cherche. Et maintenir un standard d'excellence, c'est pas un sujet, j'imagine, parce qu'ils sont tous là pour ça, quoi. Pour faire du bon, du vrai. On veut faire du bon, et évidemment, on veut du bon. Mais c'est le bon, ça se trouve évidemment, au Georges V, dans des palaces, mais on le trouve aussi dans les artisanats de quartier ou dans la ruralité. Il y a aussi des très très bons artisans. Et ça, j'en parle toujours aussi parce qu'en fait, s'il n'y avait pas tous ces artisans-là, beaucoup d'apprentis, on n'aurait pas pu démarrer dans ces maisons-là. On parlait d'apprentissage, on n'a pas pu un jour arriver aussi au Georges V. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important c'est beau de le dire qu'on peut être apprenti et arriver au Georges V. Quand on monte une entreprise, c'est aussi, on prend quand même, on disait, il faut s'enthousiasmer, il faut le faire. Mais c'est aussi une prise de risque, 100% des risques. Et c'est pas facile non plus de se jeter à l'eau, de le faire, de travailler. Parfois on a des doutes. J'ai un collègue qui s'est installé et c'est pas simple. Mais il s'est accroché, ça fonctionne, il est très content. Mais c'est grâce à lui aussi, il a une apprentie et elle va monter. Enfin voilà, c'est grâce à ça qu'on passe au patron, au risque que les patrons prennent, qu'on a des apprentis qui puissent travailler aussi derrière. Absolument. C'est excellent sur Sud Radio, vous l'aurez bien compris, chers auditeurs. On vous revient tout de suite avec Pierre Gattaz et son livre Enthousiasmez-vous aux éditions du Rocher, et le chef boulanger du Four Seasons, Georges V, Guillaume Cabrol. Surtout restez là, nous on revient dans un instant. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, vous êtes au bon endroit, c'est excellent. Vous êtes en compagnie de l'ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz, auteur de Enthousiasmez-vous aux éditions du Rocher, et de Guillaume Cabrol, le chef boulanger du Four Seasons, Georges V. Alors Pierre Gattaz, vous êtes à la tête de Radial, votre entreprise familiale, ce depuis 1992. Vous êtes devenu vigneron aussi il n'y a pas longtemps, à Sannes, dans le Luberon. Et alors ce qui m'a intéressé dans cette nouvelle route, c'est que vous avez quand même pris pour ce fait 300 heures de cours d'œnologie par correspondance. Donc, on est d'accord que rien ne se fait par hasard, quand même, à un moment donné, Pierre Gattaz. Non, et de nouveau, c'est la passion. Et on parlait tout à l'heure des petites madeleines de l'enfance qui nous ramènent sur notre passion, et pour vous, de la boulangerie, de la pâtisserie. Mais moi, c'était la Provence, qui est un lieu où j'allais très souvent pour aller chercher des fossiles, etc., quand j'étais gamin. Et donc, je suis imprégné de ces arômes de thym, de romarin, Et je me suis dit, tiens, un jour, j'irai m'installer là-bas pour faire quelque chose. Alors, quelque chose, c'était quoi? Et la vigne, le vin, dans un bel endroit que j'ai trouvé, qui est au sud du Luberon, qui s'appelle le Château de Sannes. C'est une entreprise, c'est une vraie entreprise. Je me suis beaucoup endetté, machin. Oui, puis vous êtes parti de pas grand-chose. Parce qu'il a fallu recréer un chat de vinification, il n'y en avait plus. Il fallait recréer une boutique, il n'y en avait plus. Il y avait les vignes, c'est tout, quoi. Il y avait juste les vignes. Donc, on a recréé le vin, les étiquettes, la marque, etc. Et je fais ça avec mes enfants qui m'aident. C'est une affaire de famille. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet de pérenniser. Le fait que j'ai un enfant qui est maintenant avec moi m'aide à pérenniser un projet qui est un projet long terme, parce que le vin, c'est dur, c'est beaucoup de travail, c'est comme tous les mais c'est beaucoup d'investissement, c'est la nature qui fait qu'il y a un coup de grêle, pomme, vous perdez la moitié de votre récolte, mais il faut être tenace, et c'est là où la passion du projet est importante, le courage de tenir, la ténacité, et puis c'est une petite entreprise, voilà, où alors on fait du vin bio. Donc on peut le trouver, votre vin? Oui, on peut le trouver dans les meilleurs cavistes. Du Château de Sannes. Du Château de Sannes. Voilà, c'est des vins bio, rosé, rouge et blanc. Je vous ferai un rapport. Vous me ferez un rapport. Avec modération. Voilà. Et puis on
fait aussi donc des rencontres littéraires et musicales parce que c'est un projet un peu plus global. Il faut faire venir des gens à la boutique. Alors comme c'est une petite départementale, il y a personne qui roule tout l'hiver, il se passe rien. Et il faut faire venir ce qu'on appelle le lonotourisme. Donc on a développé des activités de rencontres littéraires, de rencontres musicales pour que les gens viennent, s'amusent un peu, goûtent les vins. Et donc on fait un partage en fait. Et c'est un projet aussi sur la nature parce que il faut aimer la nature, il faut aimer la vigne, il faut aimer la Haute-Provence. L'hiver c'est froid. Voilà. Et puis on fait un produit magique comme vos pains et votre frangipane. C'est un produit qui est connu dans le monde entier. Le vin, c'est l'excellence française. Ouais. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce projet. Et c'est pour ça que j'ai pris des cours parce que j'y connaissais pas grand-chose. J'étais un amateur éclairé, mais sans plus. Vous n'avez pas pris un peu de cours en plus. Et j'ai pris 300 heures par correspondance avec une entrepreneuse du vin toute seule à Bergerac, une œnologue, Isabelle Roberti, et que je recommande. Et en fait, elle vous envoie des polis par mail. Et puis, elle fait des quiz et des questions. Et vous avez 30 minutes pour répondre à 50 questions, sans document. Donc, vous voyez, et en fait, on apprend beaucoup, puis on apprend à déguster aussi, parce que la dégustation, c'est fondamental. Ça, c'est très, très compliqué. Mais voilà, et j'apprends tous les jours. Et je crois qu'il y a une certaine humilité aussi à être entrepreneur. Mais vous, dans la boulangerie, pâtisserie, moi je pense que quand on est entrepreneur, on doit apprendre tous les jours de ses équipes. Et moi du vin, j'apprends tous les jours. C'est évident. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a toujours envie de progresser en fait. Vous avez envie de réagir, Guillaume Cameron? On parle souvent d'humilité, mais c'est vrai que en fait, on travaille pareil avec de la matière vivante. Le pain, ça vit, ça naît, ça grossit, ça grandit, ça pousse. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, il faut une certaine humilité vis-à-vis de ça, parce que les farines peuvent changer d'année en année, de mois en mois. Ouais. Il faut être très très humble. Et puis on parlait des vins, une fermentation alcoolique aussi dans mon travail sur le pain, sur la boulangerie. Donc c'est vrai que ça rejoint aussi toutes ces problématiques qu'on peut avoir et il faut gérer. Donc oui, déjà qu'on travaille avec des matières comme ça aussi vivantes, ça apprend quoi qu'il arrive l'humilité, parce qu'aucune journée n'est la même. Absolument. Puis les levures aussi qu'on utilise sont complètement différentes. Il y a des nouvelles levures, il y a le climat qui intervient. Enfin, il y a plein de paramètres qu'on maîtrise pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un univers absolument incroyable, qui comme le pain et le vin, c'est deux mondes assez proches. Puis il y a un autre truc que vous avez dit aussi tout à l'heure, plus ou moins, et que je vais reprendre parce que vous l'avez écrit dans votre livre. Vous avez dit on ne naît pas patron, on le devient. C'est-à-dire que quand même, c'est quelque chose ça part de la passion, ça part de l'envie, puis ça part de la détermination, j'ai envie de dire. Oui, on apprend sur le tas, si vous voulez, le métier. Moi, je crois qu'il n'y a pas de... Si vous avez des tempéraments de patron, j'imagine que vous le voyez dans les enfants, parfois, lui, il sera patron, parce que, voilà... Mais, il y a un dirigé et un dirigeant, c'est ça? Oui, mais je pense que... Non, mais quand on a la passion du travail bien fait, d'un secteur, etc., on peut devenir patron. Vous voyez, le management, je trouve que c'est la chose la plus compliquée à acquérir. Manager une équipe, c'est vachement dur. Et moi, je vois que manager ma petite équipe du Château de Sannes de 9 personnes, je les ai en direct, c'est plus compliqué que de générer mes 3500 de radial, où j'ai des DRH, des DAF, et en fait, plus vous montez, alors les problèmes sont différents, c'est de la stratégie, mais manager des hommes et faire en sorte que ils soient dans le projet, on les motive, mais on est quand même exigeant parce qu'il faut du service, il faut de la qualité derrière. Donc on peut pas être que bienveillant, c'est bienveillant et exigence. Puis c'est la justice quand vous engueulez quelqu'un, et tout ça, le management, ça c'est absolument formidable, mais ça c'est typiquement le genre de choses que vous apprenez très peu à l'école, jamais, que vous apprenez sur le ça devrait s'apprendre à l'école, ça? Vous devez apprendre les bases. Moi j'ai pris, quand j'avais une trentaine d'années, j'avais pris des cours de coaching, de management. Il y a des trucs de base que les politiques font très mal, ou ne font pas d'ailleurs. Moi je vois la différence entre le monde politique, le monde des administrations, qui est encore un deuxième monde, et le monde de l'entreprise. Nous, on est tout le temps en train d'essayer de comprendre, de motiver, de faire en sorte que les problèmes se règlent. Problème de management par objectif, par motivation, chose que dans l'administration on connaît beaucoup moins bien, et tout ça s'apprend. Par exemple, une phrase, on n'engueule pas en public parce qu'on humilie la personne. Par contre, on encourage en public. Et on humilie, enfin on engueule discrètement. Et ben il y a plein de gens qui savent pas ça, et ça fait des drames. Vous prenez le gars devant une trouille, vous l'engueulez devant tous ses collègues, vous en faites un ennemi irréductible. Donc ça c'est des petits trucs. Il paraît qu'il faut faire ça avec les enfants aussi, vous savez, Pierre Gattaz, il faut pas les engueuler en public. Mais vous savez, en fait, il y a gérer des enfants, c'est un bon début. Très loin du management. Il n'y a pas devenir parent. Il n'y a pas de formation pour devenir parent. Et ben je vous dis, parfois il devrait y avoir des coachings
coaching pour devenir parent. Et c'est pas simple parce qu'on est tous autodidactes de la famille et on est un peu autodidacte quand on est patron. Enfin, je trouve. Guillaume Cabrol, justement, quand vous managez, bon, évidemment, c'est des gens passionnés que vous avez autour de vous, mais quand même, les aspects opérationnels de gestion au quotidien, les difficultés de chacun, etc., c'est des choses que vous devez gérer. Comment vous faites justement pour garder cet enthousiasme dont nous parle Pierre Gattaz? Déjà, je suis proche d'eux quoi qu'il arrive. Je suis toujours en production avec eux, quoi qu'il arrive. C'est la première chose que je fais. J'arrive, je dis bonjour évidemment à toute mon équipe. Et après, tout de suite, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Et je vais là où le poste, où il y a besoin quelque chose, et je vais les aider tout simplement. Et en fait, grâce à ça, j'ai toujours un lien avec eux, ce qui est très important. Évidemment, quand il y a des problématiques, on les règle. On essaie d'être toujours, on parlait d'équité. Le management, comme vous disiez, ça s'apprend. Ça s'apprend sur le tas, je suis bien d'accord, parce que quand j'étais à l'époque ouvrier, puis je suis passé chef boulanger, on est dans une équipe et puis d'un coup vous devenez chef de l'équipe, parfois avec des gens à qui vous étiez à côté. Maintenant vous êtes au-dessus d'eux d'un point de vue hiérarchique et il faut et c'est jamais simple. Oui, le management c'est extrêmement dur parce que c'est facile de réaliser un croissant. Si vous avez du temps, créer une nouvelle viennoiserie, c'est facile. Gérer l'humain, c'est le plus dur. C'est parce que justement, vous avez des sensibilités différentes, des gens qui n'ont pas le même âge. C'est pas la même façon. Et puis parfois, des personnes, ils ont tous leur vécu, le ressenti. On est trois là autour de cette table, on va vivre la même situation, on va la ressentir totalement différemment. Donc là aussi, il faut bien faire comprendre les choses, qu'il n'y ait pas de malentendu. Et toujours faire ça dans l'écoute et être aussi équitable. Et j'essaie de l'être à chaque fois, d'être équitable avec tout le monde pour que tout le monde se sente à l'aise. Et vous avez une feuille de route précise de la direction, et on imagine, Georges V, des objectifs à atteindre, etc. Donc dans les moments de speed et dans le management, ouais. Comment vous gérez? Dans une phrase, le Georges V, c'est marqué quand vous rentrez par l'entrée du personnel du Georges V, qui est marqué très simplement, traitez les autres comme vous voudriez être traité vous-même. Vous appliquez ça simplement, je vous jure que ça va tout seul. Et quand vous disiez, est-ce que vous avez quelqu'un a envie d'être humilié publiquement? Personne. N'humiliez pas l'autre, tout simplement. Vous voyez, vous prenez cet exemple-là, ça marche tout seul. Donc simplement, si vous faites un recul, et je leur dis souvent à mes équipes, j'en parle souvent dernièrement avec mon chef de parti, je lui dis toujours, ne rentrez pas dans l'émotion quand il y a un problème, une problématique. Soyez toujours factuel. Et vous verrez là aussi, vous allez trouver une solution. Vous êtes dans la colonne vertébrale de la problématique. Vous allez trouver la solution et après travailler toujours dans un cadre. Une fois que vous avez un cadre et vous êtes factuel, vous allez trouver des solutions, il n'y a aucun problème. Pierre Gattaz, justement sur l'émotion, c'est vrai que l'émotion elle peut jouer des tours, donc l'émotion elle est importante pour s'enthousiasmer, mais elle peut jouer des tours, et c'est vrai qu'il faut s'en séparer parfois quand on prend des décisions professionnelles en fait. Oui. Alors je reviens sur une anecdote à Radial, il y a une vingtaine d'années, je promouvais les meilleurs ouvriers comme étant chef d'ouvrier, le meilleur ingénieur comme étant chef d'ingénieur, le meilleur vendeur comme chef de vendeur. Erreur funeste, fatale. J'ai eu une énorme grève, etc. Et en fait, j'ai fait faire un audit il y a une vingtaine d'années de la RH Radial, et on dit mais non, vos managers, c'est pas le meilleur ingénieur n'est pas le bon manager. Et donc en fait, on a formé ces managers au management. Certains ça a bien marché par rapport à ce qu'on disait, les quelques dizaines de règles de base qu'il faut pour bien gérer les hommes. Il faut savoir aimer les hommes aussi. Moi je pense que pour être un bon manager, il faut aimer les gens, aimer les faire progresser. Et puis vous avez des gens qui sont très très bons dans leur domaine, mais qui s'en foutent et qui n'ont pas cette appétence pour le faire, et donc ils deviennent experts. Donc on a créé à Radial des experts qui sont des gens extraordinaires, exceptionnels dans leur domaine, technique, technologique, etc. Ils sont uniques au monde, et par contre ils ont une carte de visite avec tous les titres qu'ils ont pour qu'ils puissent passer dans tous les machins, mais ils ont très peu de management parce que c'est pas quelque chose qui les intéresse. Mais par contre c'est extrêmement précieux pour la boîte. Donc on a fait ça, c'était juste pour revenir sur le management. Être un bon patron, c'est aussi savoir les qualités, les défauts de chacun et les mettre au bon endroit, quoi. Oui, et puis si vous êtes un mauvais manager vous-même, c'est la différence. Je pense que c'est la définition du bon salarié. La bonne personne au bon endroit, forcément fera un bon salarié. Bien sûr. Exactement. Puis après, si vous êtes un mauvais manager en tant que patron, peut-être qu'il faut s'entourer d'un responsable, d'un numéro 2 à côté de vous d'un DG qui va mieux gérer ça. Mais vous savez, on cite par exemple des Steve Jobs qui étaient des gars, ou même de Kersozon, le grand navigateur, qui était pas, il avait une teigne sur son bateau, c'était une teigne. Bon, par contre, alors c'était, si vous voulez, c'était des gars qui allaient à l'essentiel, au résultat, tout droit, les gars, on va aller sur la Lune,
et puis ceux qui veulent pas aller sur la Lune avec moi, ils iront pas, et puis tant pis pour eux, mais c'est comme ça et ça va y aller. Et donc vous avez quand même quelques patrons parfois qui sont tellement obsédés, mais qui deviennent extrêmement forts dans le résultat. Mais c'est pas, enfin, ça existe. Je me dis c'est quand même l'exception qui confirme la règle, parce que je pense que le management est essentiel pour emmener des gens. Et plus vous traitez bien vos personnels dans les périodes de croissance, plus dans les périodes de crise, ils sont derrière le bateau et derrière le capitaine. J'ai remarqué ça aussi. Ça les fidélise, quoi. Ça fidélise, et puis ils savent que le bateau est solide et que le capitaine fait attention à eux. Pas seulement qu'en croissance. Donc quand vous traitez bien les gens en croissance, vous savez qu'il y a un affectio societatis qui se crée. Et ça, je pense que pour aller loin dans une entreprise, dans un projet, c'est important. Eh bien, c'est excellent, hein, vous l'aurez compris encore une fois, chers auditeurs sur Sud Radio, avec Pierre Gattaz, qui nous vient avec son livre « Enthousiasmez-vous », sorti aux éditions du Rocher, et le chef boulanger du Four Seasons Georges V de Paris, Guillaume Cabrol. On continue cet excellent échange dans un instant. Pour la fin de l'émission, restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est sur Sud Radio, mais ça vous le savez déjà. Un excellent plateau ce soir aussi, avec l'ancien patron du MEDEF à la tête de Radial, Pierre Gattaz, et son livre « Enthousiasmez-vous », sorti aux éditions du Rocher, et le chef boulanger d'excellence au Four Seasons, Georges V de Paris, Guillaume Cabrol. Alors messieurs, il est temps de parler un peu de vous, quand même. On va commencer par vous, Guillaume Cabrol. Vous avez commencé votre carrière, en fait, vous avez fait votre carrière pratiquement complète au Plaza Athénée. Oui, vous avez fait un peu d'apprentissage avant. Alors j'ai fait une école avant de pâtisserie et après j'ai attaqué directement. Donc j'ai fait une école de pâtisserie. J'ai fait 2 ans en pâtisserie et après j'ai refait une école en boulangerie parce qu'en fait. Quand vous avez eu envie de changer de voie. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai voulu me reconvertir, tout simplement, l'école était complète pour la boulangerie. D'accord. Il y avait trop d'attentes. Et comme je voulais faire boulangerie-pâtisserie, on m'a dit écoutez, pâtisserie, il y a que 1 an d'attente. J'ai dit j'attendrai 1 an. Donc je fais l'école et je commence à travailler en pâtisserie. Je fais 2 ans et je me rends compte que j'ai beaucoup de lacunes sur tout ce qui est pâte levée, le pain. Je comprends pas tout. Et en fait, donc je décide de reprendre une école. Donc je retourne à l'école et là pour le coup c'est vraiment un coup de foudre. C'est-à-dire que je rentre dans le fournil en boulangerie, on commence à travailler et tout de suite c'est un coup de foudre, je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est vrai que je me dis c'est ça que je veux faire le reste de ma vie. Donc j'étais très content d'apprendre la pâtisserie, je connais les problématiques, mais pour le coup j'ai préféré la boulangerie, c'est une matière vivante et puis ce que j'aime c'est un métier tellement simple. Puisque c'est de l'eau et de la farine, c'est tout. Avec un peu de beurre pour faire des croissants ou une galette. Mais on a l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais en soi, c'est. Moi, j'ai jamais réussi à faire du pain personnellement. Donc, je vais vous suivre. Voilà. Vous me donnerez la recette, s'il vous plaît. Pierre Gattaz, est-ce que vous avez une expérience en particulier que vous considérez comme un tournant dans votre carrière, qui vous a marqué, que vous avez envie de partager avec les auditeurs? Oui, écoutez, il y en a plein, mais c'est parfois aussi les crises. J'ai eu une grosse crise quand je suis arrivé en 92 à Radial comme jeune ingénieur et puis j'ai pris la succession de mon père. On s'est positionné sur les télécoms et ça a marché très très bien pendant 10 ans parce que les télécoms étaient en plein boom. C'était l'avènement de DGSM et puis ça devait continuer comme ça. Il y a eu une crise insolite qui est arrivée mondiale en 2001 et pendant 2 ans j'ai perdu 2 fois 20% de mon chiffre d'affaires. C'est énorme. Et en fait, quand vous êtes en position de succès comme je l'étais à la fin des années 2000, vous croyez que vous êtes le Steve Jobs de la collectique française ou un peu les chevilles qui enflent, etc. Et tout ça, ça vous remet d'équerre très vite. Et en fait, la vie d'un entrepreneur, d'un artisan, c'est aussi cette humilité que vous apprenez par les coups que vous prenez. Rien n'est jamais acquis, tout est remis en question. Parce que parfois le monde, parfois l'administration ou politique, d'autres sphères plus publiques n'ont pas. Ils sont moins souples, ouais. Ils sont et en fait ils sont sur des postures parfois très je dirais péremptoire, c'est ça la vérité profonde, c'est des certitudes totales. Non, nous on est dans un monde où il n'y a pas de certitude. Nous on est dans des convictions, heureusement, parce que c'est les bases. Mais tout peut bouger. Seuls les paranoïaques survivent, comme dirait le patron de Intel. Donc je trouve que cette crise, moi, m'a remis les choses d'équerre. En me disant, oui, on est tout le temps
même si ça marche, même si le ciel est bleu, on peut se prendre une énorme crise, un énorme grain sur la tête. Et donc ça vous a appris l'importance de la remise en question. Oui, et une certaine humilité devant le monde entier. Je pense que cette humilité, on la voit dans ce que vous faites, dans le partage. On est des passeurs aussi. Donc en fait, on passe des savoirs, etc. Et je crois que c'est très important. On est mortel, et en fait, passer des savoirs, passer des convictions à travers des bouquins aussi. C'est un savoir, c'est une expérience. C'est pas des certitudes absolues. J'en ai absolument aucune. Par contre, vous livrez une expérience, et cette crise m'a permis de dire, tiens, qu'est-ce que je veux faire de Radial, qu'est-ce que je veux faire de la vie, pourquoi ça n'a pas marché, et puis bon, on s'est restructuré, etc. On est reparti. Puis ça permet d'aller vers quelque chose qui marche ensuite aussi. Et d'aller vers quelque chose qui marche, et puis de se dire, la vie d'un patron, c'est aussi des périodes de croissance, et il faut savoir qu'il y aura des crises. Et donc, se préparer aussi à la prochaine crise. Donc, faire attention de ne pas grossir trop en masse salariale ou en point mort, etc. Enfin, toutes ces données de gestion, de ne pas s'endetter trop, parce que sinon, vous êtes mort si vous avez une crise et que vous êtes... Et donc, gérer son cash. Et ça, pour le savoir, il faut l'avoir vécu, quoi. Et ça, il faut l'avoir vécu, et je pense que ce sont des choses de base qu'on apprend peu dans les écoles aussi. Oui, la gestion du cash. Mais le cash is king. Et dans une boîte, vous pouvez avoir beaucoup de commandes, beaucoup de chiffre d'affaires, et vous avez vos clients, vous payez pas. Vous mourrez. Vous mourrez, même si vous êtes en super forme. Oui, donc c'est des trucs, le cash, c'est fondamental, et ça s'apprend nulle part. Et la gestion d'une crise, c'est aussi de se dire, tiens, j'ai plus de cash qui rentre. Comment je paye mes salariés à la fin du mois? Donc toutes ces données-là sont très intéressantes, parce que elles vous permettent, donc vous me donnez une idée, c'est pas forcément une idée très positive, mais c'est rebondir sur les échecs aussi, ou sur des crises. Et savoir profiter d'un échec, ça nous arrive tout le temps, de louper un truc, de louper un produit, de louper une commande, de prendre une crise. On rebondit, et on reste optimiste, parce que on essaye de sortir plus fort de cette crise, en fait. Guillaume Cabrol, c'est un peu la même chose dans votre métier. D'abord, quand vous y êtes arrivé, vous, c'était une passion évidente, c'est ce que vous vouliez faire depuis toujours? C'est ce que je voulais faire quand j'avais 16 ans. Et en fait, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est justement, j'ai pas osé le faire. J'ai pas osé le dire. Que je voulais le faire, parce que tout simplement, le poids de la famille, le poids de la société, faire un métier manuel, tout ça. Donc j'ai pas osé le faire, donc je l'ai pas fait tout de suite, j'ai passé le bac. Et en fait, ce qui s'est passé après le bac, je me suis pas senti à l'aise de faire des études, donc finalement, je me suis inscrit au conservatoire d'art dramatique. Donc finalement, j'ai commencé par une carrière de comédien, où j'ai fait 4 ans de conservatoire. Vous avez fait un grand demi-cercle, hein. Ouais. Mon père, qui était à chaque fois, je l'avais au téléphone, la première fois je lui dis, je veux faire du théâtre, on met de la chaise. Et quand je l'ai dit, après plusieurs années, j'avais 25 ans. Je vais être boulanger. Je lui ai dit, j'ai 25 ans, mais maintenant, j'ai compris ce qu'il fallait faire pour éventuellement peut-être arriver à percer. Je pense que je m'y suis pris trop mal, je m'y suis pris trop tard, on m'a pas expliqué les bonnes choses, ça marchera pas comme je le veux. Finalement, je veux rester dans la création, je me rends compte qu'être dans l'ombre, ça me suffit. Finalement, faire de la boulangerie-pâtisserie, ça me conviendra très bien. Et comment il a réagi, votre père, alors? Il m'a à chaque fois suivi. D'accord. Donc ça, c'est très important. C'est très important, parce que je suis papa aujourd'hui. Depuis, j'ai un petit bout qui a 2 ans. Donc je me dis, il a fait preuve. Et pour le coup, je pense que ça l'a déstabilisé. Mais à chaque fois, il m'a suivi. C'était un immense soutien. Donc en fait, qu'on soit parent ou qu'on soit manager, ce qu'il faut, c'est se faire confiance pour pouvoir faire confiance aux autres aussi, Pierre Gattaz. Parce qu'un papa qui suit un enfant qui va faire du théâtre et puis de la boulangerie et tout, il a intérêt à avoir une sacrée confiance quand même. Pour pas contredire ses plans, quoi. C'est management ou papa ou maman. C'est la même chose, ce que vous dites. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent, en fait, et c'est compliqué, parce que il y a des cas de figure à chaque fois uniques. Et bon, vous avez été soutenu par votre papa, et moi aussi d'ailleurs, parce que mon père, c'est Yvon Gattaz, et je voulais pas faire ce que voulait faire Yvon. C'est ça, vous étiez pas né dans la marmite industrie, hein, c'est ce que vous avez dit dans le livre aussi. Je suis ingénieur par hasard. Je voulais surtout pas faire patron d'une boîte. Radial, c'était très loin. On faisait des composants électroniques, surtout pas président du MEDEF, mais surtout pas. C'était un autre monde pour moi. Donc j'ai passé ma vie à quelque part. On passe des étapes, et puis on est mis dans une marmite, dans une position. Et le MEDEF, comment c'est arrivé sur votre route alors? Alors le MEDEF, c'est suite à cette grosse crise télécom en 2001, où j'ai perdu 2 fois 20% de mon chiffre d'affaires. Donc on n'était pas très bien. Alors heureusement, on avait du cash, etc. Bon, il n'y avait pas de problème de survie, mais c'était horrible. Et donc il a fallu que je licencie, etc. Et puis en fait, j'ai mis beaucoup de temps à licencier les droits du travail, 2 ans, machin, alors que tous mes concurrents allemands, américains, en quelques semaines, c'était fait, ils repartaient.
Alors, c'est le modèle social français qui est comme ça, mais je me suis dit, qui protège aussi, hein. Plus jamais j'embaucherai en France, parce que là, c'est 18 mois pour me restructurer, alors que tous les autres sont repartis à fond, et moi, je suis encore en train de gérer mon truc. Alors, ça, excusez-moi, mais ça va paraître un peu dur pour vos auditeurs, mais je me suis dit, mais je peux plus embaucher en France, c'est plus possible. On peut plus avoir d'usine si c'est comme ça. Le monde est un monde international, avec des crises qui vont arriver de plus en plus. Moi, j'étais très international avec Radial, j'ai gardé mes 5 usines en France quand même, donc j'en suis très fier. Et puis, ça m'a pris quelques semaines, puis après, je me suis dit, non, on peut pas raisonner comme ça. Je peux pas laisser à mes enfants un monde où on sera au chômage et il y aura plus de... Donc, on va se battre. Donc, je suis rentré dans le syndicalisme patronal, de fédération, l'électronique, la mécanique, mais etc. vous n'aviez pas en tête pas du MEDEF, tout, non. Et puis à chaque fois, si vous voulez, mes copains me disaient, ah Pierre, faut que tu y ailles, machin, tu sais parler, machin, tu vas nous défendre. Non, j'ai pas le temps, les gars. Bon. Et puis en fait, je me suis fait un peu avoir comme ça, et pas avoir. Et puis après, il y a eu François Hollande qui est arrivé au pouvoir avec des idées quand même un peu anti-entreprise, on va dire, anti-économique. Et je me suis dit, merde, on va savoir commencer comme en 81 avec François Mitterrand. Un certain nombre de problèmes qui ont été mis en place à cette époque et dont on subit encore le problème aujourd'hui. Parce que la France a malheureusement, je ne vais pas faire de politique, mais un peu décroché depuis 40 ans par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme l'Autriche. On est passé de la 5e à la 28e place. On est en PIB par habitant, on est à 28e place PIB par habitant, si vous voulez, c'est dingue. Donc c'est horrible. Et donc je me suis dit, il faut qu'on se batte. On va se battre avec le discours d'un patron. C'est un bel outil, quoi. D'un patron de base, quoi. Alors moi, je suis pas de politique, hein, et je me suis assez bien entendu, à vrai dire, en m'engueulant tout le temps avec Manuel Valls, en m'engueulant tout le temps, mais il comprenait, je lui expliquais que voilà comment font les Allemands. Voilà, il est moins à gauche que François Hollande après. Et François Hollande écoutait. Et si vous voulez, après, ils ont eu des problèmes de frondeur, en effet, politique, avec la gauche de la gauche qui voulait contrer ces idées entrepreneuriales, parce que j'ose pas dire libérales. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, si vous voulez. Et je suis allé avec une colère sourde pour me dire, mais ce pays a un potentiel de folie, les gars. On peut être premier, numéro 1 partout, et on est en train de le gâcher pour des questions d'idéologie politique. Donc ça a été ça mon discours pendant 5 ans. Bon, puis après, j'ai eu le million d'emplois où je me suis dit, on peut créer 1 million d'emplois, voilà comment on peut faire. Et puis ils m'ont un peu écouté. Ils vont se adouber, quoi. Et puis, pas doué, non, ils ont juste écouté un peu, ils ont fait quelques réformes, et le moral des patrons est revenu, y compris des artisans, y compris des gens, des investisseurs internationaux. Et en effet, le chômage a commencé à baisser. Bravo. Mais on est au milieu du gué. Il faut continuer. Continuons tout droit. Si vous aviez un souhait, Guillaume Cabrol, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? Aujourd'hui, non? Ouais. De quel point de vue? Sur votre point de vue professionnel, autour de votre métier, de votre chemin, qu'on continue à mettre en avant tous les métiers manuels de France, et pas seulement la boulangerie, la pâtisserie, et tout ça, tous ces métiers manuels, c'est vraiment important. Valoriser le savoir-faire français. Ouais, c'est très important, parce qu'on a, comme vous disiez, on peut être numéro 1 dans le monde entier. J'en suis persuadé. En France, je suis entièrement d'accord avec vous. On a un beau pays dans les deux sens du terme, mais il faut passer le pont, quoi. Ouais, il faut passer le pont. Puis voilà, il faut pas hésiter. Quand les gens, s'ils veulent faire ce métier, faire un métier manuel, il faut pas hésiter à le faire. Faites-le, parce que quoi qu'il arrive, vous en serez heureux de le faire. Et comme vous disiez, on peut devenir patron, son propre patron, entrepreneur. On peut faire un tas de choses et puis aller travailler dans le monde entier si on le souhaite. Donc non, il faut continuer à valoriser notre savoir-faire et à le défendre surtout. Si je devais utiliser 2 mots pour résumer cette émission, messieurs, passion et résilience, ça vous va? Oui, très bien. Bah voilà, ça sera le mot de la fin alors. Merci à tous les deux, Guillaume Cabrol, Pierre Gattaz, d'être venus par ici. Chers auditeurs, n'oubliez pas le livre de Pierre Gattaz, Enthousiasmez-vous, puis vous pouvez être enthousiaste à réécouter cette émission aussi, et puis surtout à lire le bouquin. C'est sorti aux éditions du Rocher, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Alors, est-ce que vous faites encore des cours, vous, sur voilachef.com, Guillaume? Là, j'ai peut-être plus tard. Voilà. Mais là, j'en ai fait. On peut en trouver quelques-uns déjà. Oui, on peut en trouver quelques-uns déjà. Si vous avez envie de prendre des cours d'excellence en boulangerie avec Guillaume Cabrol, en ligne, c'est voilachef.com. Et puis pour tous les chanceux qui peuvent se l'offrir, il y a le Four Seasons Georges V à Paris pour déguster vos viennoiseries. Merci à Thibaut, mon réalisateur du jour. Merci à Sud Radio, ses équipes. C'est excellent, est en intégrale à réécouter sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, Deezer. À dimanche prochain, les amis, on vous embrasse. Bye.